Tu as des sociétés qui me payent pour tester leur application. Le truc avec ton icône, c'est qu'elle est bien, mais ça fait pas penser à une application pour apprendre le japonais. En fait, il faut target ces mots-clés quand vous faites une application. Donc là, et pour target ces mots-clés, il faut mettre ces mots-clés-là dans le titre de votre application, dans la description, dans les screenshots, tous ces trucs-là. On veut que chaque utilisateur qui utilise l'application rapporte de l'argent à l'application. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous montrer une des tâches que je fais en tant que développeur freelance. Je fais aussi du testing. Donc cette vidéo, elle est dédiée aussi à toutes les personnes qui veulent se reconvertir dans l'informatique. Je reçois souvent des messages, ouais, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi. J'ai envie de travailler à distance depuis mon ordinateur de n'importe où sur Terre. Donc là, voilà, un des trucs que je fais en tant que freelance. Ça, c'est vraiment des missions que je fais ponctuellement, quelques fois par mois. Pas énorme, mais voilà, c'est du testing d'applications mobiles. Et c'est pas du testing au niveau du code. Là, c'est purement des tests fonctionnels. Donc, on va tester que l'application marche. On va rechercher des bugs. Et moi, la plus-value aussi que j'apporte à mes clients, c'est que quand je teste une application, j'essaye aussi de leur dire comment ils peuvent améliorer leur application, comment ils peuvent l'optimiser, que ce soit sur l'expérience utilisateur, mais aussi sur les revenus que l'application génère sur le référencement, toutes ces choses-là. Et pour ces missions-là, ça dépend de la complexité de l'application. Une application simple de 3 à 4 pages, je vais demander 150 €. Une application plus complexe, je peux demander 300 à 400 €. En général, ça me prend entre 1 et 4 heures à tester l'application. Après, tu peux avoir une application sur Android, iOS aussi, une web app. Et bien sûr, il va falloir tester sur toutes les plateformes. J'ai même une application, j'ai dû la tester sur le MacBook. Donc là aussi, ça dépend. Le prix sera plus élevé si tu vas tester sur plusieurs plateformes. Là, en l'occurrence, l'application qu'on va tester, c'est une application mobile hybride. Donc, elle a été codée qu'une seule fois en React Native et après, il l'a compilée pour Android et iOS. Donc, le code, c'est le même. Donc, a priori, il n'y a pas vraiment besoin de tester sur différentes plateformes, mais ça vaut toujours le coup de le faire. Mais pour cette vidéo, pour des soucis de durée, on va le faire uniquement sur Android. Donc là, je vais vraiment vous montrer comment moi je fais pour tester une application. Je vais réfléchir à haute voix et vous dire vraiment tout ce que je fais pour tester l'application. En réalité, l'application, je l'ai déjà téléchargée, je l'ai déjà testée rapidement. Donc là, je l'ai supprimé de mon téléphone et on va repartir de zéro pour que vous voyez vraiment tout ce que je fais. Je vais essayer d'aller vite pour pas que la vidéo dure 1 heure. Et donc voilà, c'est parti. Donc déjà, je vais commencer. Comment m'est venue cette idée de tester des applications en vidéo pour vous montrer comment je fais? C'est que sur la première vidéo de ma chaîne Dev Affranchi, encore une fois, tu as un mec, il s'appelle Lost in Raccoon City. Je vais vous mettre le commentaire là en screen. Il a marqué: «Salut, bien que je te rejoins sur la fausse hype no code, blablabla, serait-il possible de connaître le nom de tes apps blablabla qui te génèrent des revenus de rêve, permettant à terme à ton audience de vivre la vie de rêve?» Vous voyez, un petit peu agressif son commentaire, hein. J'ai jamais dit que je vivais la vie de rêve, mais bon, ça aussi je le comprends, c'est que sur YouTube, tu as tellement de mecs qui te disent: «Voilà, je suis millionnaire, je vis la vie de rêve, à Dubaï, en Thaïlande», machin comme ça. Mais moi, j'ai jamais dit que je vivais la vie de rêve, j'ai jamais dit que j'étais millionnaire. Moi, les applications dont je parle, je ferai une vidéo à ce sujet-là, ça me rapporte pas le million, c'est entre 1 000 et 2 000 par mois. Vous voyez, c'est pas énorme, c'est pas j'aurais très bien pu mentir et dire: «Voilà, je gagne, 10 000 € par mois avec une application». Mais c'est pas vrai. Une application, c'est entre 1 000 et 2 000 par mois. Mais ça me suffit largement pour vivre au Vietnam et en plus, j'ai mes missions freelance à côté, j'ai mes investissements à côté. Donc ça, c'est vraiment, un truc, à côté pour moi. J'en ai pas besoin pour vivre et même le testing d'application, moi, c'est quelque chose, ça va vous surprendre, hein, mais j'aime bien le faire. Avant même d'être rémunéré pour ça, je testais des applications gratuitement, pas pour les gens, hein, mais c'était pour moi, tu vois? Si je veux sortir une application, bah, je vais regarder les concurrents ce qu'ils font et même pour trouver des idées d'applications. Moi, je passe du temps à scroller sur le Play Store, je regarde les applications qui sortent, je les teste, je vois si je peux la refaire en mieux, si oui, je vais la coder. Donc non, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire depuis, plusieurs années et au final, bah, je peux le monétiser cette compétence, je peux la monétiser. Donc tant mieux, j'en profite, tu vois? De temps en temps, je fais des tests, d'applications et même là, mes premiers clients, comment je les ai trouvés? Moi, c'était sur Fiverr, j'avais mis une annonce, là, je l'ai plus, mais le truc, c'est que sur Fiverr, tu as énormément de mecs qui proposent de tester des applications. C'est des mecs, en général, c'est souvent les mêmes pays, Bangladesh, Pakistan, Inde et moi, mes clients qui me contactent, ils me disent: «Voilà, on a un bug». Le dernier, par exemple, ils avaient un bug sur une application, ils n'arrivaient pas à reproduire le bug. Donc, tu avais des clients qui se plaignaient d'avoir ce bug sur cette application qui leur faisait perdre, des données, tu vois? Et ils avaient déjà contacté plusieurs, testeurs sur Fiverr et ils avaient jamais réussi à retrouver le bug. Donc, ils me disent là, ils m'envoient le message
en mode, voilà, on n'y arrive pas, on sait plus quoi faire. Sachant que là, les testeurs du Pakistan, Bangladesh, machin, eux, ils vont te demander 30, 50 $. Moi, déjà, le minimum que j'avais mis, c'est 150 € pour tester une application sur une seule plateforme. Donc, j'étais beaucoup plus cher que les autres. Mais le truc, c'est que moi, vraiment, j'essaye de faire un truc de qualité propre. Je fais un rapport et le bug, typiquement, là, il m'avait envoyé, je l'avais trouvé en 5, 10 minutes. Je crois, ça va même pas 5 minutes, j'avais trouvé le bug, je leur envoie, je fais: «Mais c'est ça le bug dont vous parliez?» Il fait: «Ouais, c'est ça, comment vous avez fait pour le reproduire?» Parce que le bug, ils savent qu'il existe, mais eux, ce qui les intéresse, c'est comment reproduire le bug. C'est quoi les étapes que tu as fait pour arriver à ce bug? Et moi, j'enregistre mon écran à chaque fois que je teste. Donc même si je sais plus exactement comment j'ai fait, bah, voilà, je regarde la vidéo et là, je sais toutes les étapes que j'ai faites avant pour tomber sur le bug. Donc, voilà la manière que j'ai de tester des applications et après bien sûr, tu fais un rapport à la fin, avec, toutes les améliorations que tu, suggères par rapport à l'application, comment optimiser les revenus, toutes ces choses-là, comment optimiser le référencement. Mais, ça, vous allez le voir en vidéo. Là, pour cette vidéo, je vais pas faire de rapport, je vais vraiment juste tester l'application en live et parler à haute voix pour vous dire un petit peu le raisonnement que j'ai quand je teste une application. Et donc là, tu as ce mec sur, ma chaîne, YouTube, il a commandé ça, voilà, la vie de rêve, machin, machin, on va voir ton application. Et là, il me dit: «Est-ce que tu peux nous montrer en live les revenus de tes applications?» Donc là, il précise bien en live et il a eu raison de le faire. Parce que voilà, si je fais une vidéo où je vous montre les revenus, je peux très bien éditer les revenus de mon application. Je change le code HTML et je vous fais croire que l'application génère 50 000 € par mois. Mais c'est pas vrai, c'est pour ça qu'il a insisté en live. Donc je vais le faire en live si vous voulez, hein. Et l'avantage en live, c'est que voilà, tu peux rafraîchir et tu es sûr de pas mytho. Après, tu pourrais aussi mytho avec les user scripts. Mais tu sais, t'installes Tempermonkey et là, tu te dis, voilà, dès que la page charge, tu vas changer à la volée toutes les valeurs des revenus. Donc, même ça, je pourrais le faire, tu vois, et je suis sûr, personne le verrait, mais je vais pas le faire. De toute façon, j'ai même pas l'extension sur mon ordinateur. Navigation privée, je désactive toutes les extensions, je vous montre, je rafraîchis la page et comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de bullshit. Et même comme ça, franchement, un mec d'éther, t'imagines, avec l'IA, il s'amuse à changer les montants à la volée et tout, ça serait n'importe quoi. Et donc là, il met son commentaire et il me dit que tu as beaucoup de gens qui le font ici sur YouTube, mais il y a personne qui le fait sur YouTube. C'est très très rare les personnes sur YouTube qui vous montrent les sources de revenus des applications mobiles, qui vous montrent le dashboard Google. C'est les dashboards Google, là je parle, hein. Je suis pas en train de parler, ils vous montrent un vieux virement éclaté sur leur application mobile de Google. Là, c'est vraiment le dashboard Google. Et il y a qui le montre? Franchement, je regarde, j'ai trouvé pratiquement personne. Et là, il en a partagé un dans son commentaire. Donc, tu vois, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui le font sur YouTube. Beaucoup, donc normalement beaucoup, c'est au moins deux, trois. Et là, il en partage qu'un seul, la chaîne YouTube de Jérémy Pito et son app pour apprendre le japonais en React Native, etc. C'est quoi les etc? Je suis curieux de le savoir. Mais vas-y, sa chaîne, on va aller voir la chaîne de Jérémy Pito. Je suis allé voir, parce que moi j'aime bien les mecs qui partagent comme ça. Et là, donc ce YouTuber, Jérémy Pito, ça a vraiment pas l'air d'être un mytho. Ça fait plus d'1 an, je crois, qu'il bosse sur une application pour apprendre le japonais qu'il a codé en React Native, donc hybride. Et donc là, allez, on va tester son application pour apprendre le japonais, sachant que ça, normalement, je le fais facturer. Mais là, bon, ça me fait une vidéo gratuite. Et si en plus, ça peut lui rendre service à lui aussi pour améliorer son application, tout le monde est gagnant. Et en plus, si ça peut permettre à certaines personnes qui voulaient se reconvertir dans le testing, bah voilà, vous allez savoir ce que c'est que de tester une application, comment on fait. Et allez, c'est parti. Pour ça, j'ai mon téléphone Xiaomi tout pourri. Je vais faire le partage d'écran de mon téléphone que je vais vous mettre sur la vidéo. Comme ça, vous voyez vraiment tout ce que je fais sur mon téléphone et en même temps, je vais parler. Bon, allez, c'est parti. La vidéo, elle dure déjà 9 minutes. C'est énorme. Donc là, on se retrouve sur l'écran de mon téléphone et donc on est sur la chaîne YouTube de Jérémy Pito. Donc allez, on clique sur la première vidéo. L'idée, c'est de trouver le lien de son Ça fait application mobile. Donc là, je vais dans la description et je crois qu'il a mis le lien sur Android. Donc vous voyez, découvrez Shinobi Japanese. On va la télécharger sur le Google Play Store. Donc là, je clique. Bon, ça m'ouvre le navigateur intégré à YouTube. Ça, c'est relou, mais normalement, il va me proposer de ouvrir sur le Play Store directement. Donc, continuer. Vous voyez, ça, c'est son application. Je vais vous dire les étapes qu'on va suivre pour tester son application. En premier, on va regarder tout ce qui va être le ASO. ASO, c'est l'équivalent du SEO. Sur Google, c'est le SEO, mais sur les stores, ça s'appelle ASO, App Store Optimization. Donc là, je vais faire une analyse de l'optimisation App Store. Ensuite, on va installer l'application. On va rechercher les éventuels bugs sur son application. Après, on va voir comment on peut optimiser l'expérience utilisateur sur son application. On va ensuite regarder les achats sur son application, parce que son application, bien sûr, elle lui rapporte de l'argent. Et là, on va voir comment elle lui rapporte de l'argent et quels conseils je peux lui donner pour optimiser ses revenus, donc pour gagner encore plus d'argent. Et enfin, la conclusion. Bon, allez, c'est parti.
Donc là, premier truc que je regarde, c'est l'icône. Son icône, on voit que c'est un ninja. Shinobi, c'est les ninjas en japonais. Donc là, c'est pour ça qu'il a mis l'icône d'un ninja. Donc là, premier retour que je ferai, et encore une fois, là, tous les retours que je vais faire, Jérémy, si jamais tu regardes cette vidéo, prends-le pas personnellement. Là, je vais juste réfléchir à haute voix. C'est vraiment en bienveillance, là, tout ce que je fais. Je te dis comment moi, ce que moi j'aurais fait. Après, t'en fais ce que tu veux. Donc là, voilà. L'icône, c'est un ninja. Mais le problème, c'est que quand je regarde cette icône, je pense que c'est un jeu vidéo. J'ai pas l'impression que c'est une application pour apprendre les hiragana. Donc là, on va voir les icônes que tes concurrents utilisent. Donc vous voyez, ces concurrents, c'est les similar apps. Donc lui, il a marqué JLPT. L'autre, il a mis un chat, today, truc. Voilà, un hibou, ça aussi c'est beaucoup utilisé sur les applications de langue. Après, il y a des trucs, c'est pas vraiment des applications pour apprendre, mais là, le truc avec ton icône, c'est qu'elle est bien, mais ça fait pas penser à une application pour apprendre le japonais. Donc moi, peut-être, j'aurais rajouté quelques hiragana sur l'icône ou un truc dans le genre. De toute façon, tu fais les A/B tests pour voir et là, tu sauras c'est laquelle d'icône qui convertit le mieux. Mais là, quand je tombe sur les résultats de recherche, là, je suis pas dans les résultats de recherche. Là, je suis sur la page de l'application. Donc, je sais que c'est une application pour apprendre le japonais. Mais sur les résultats de recherche, quand je vois une icône comme ça, j'aurais plus tendance à penser à un jeu. Donc, j'aurais peut-être revu l'icône. Je garde le ninja, mais j'aurais peut-être rajouté des hiragana ou bien marqué Learn Japanese ou tu mets un livre, un truc comme ça. Mais il faut vraiment que ça fasse penser à une application pour apprendre le japonais. Autre chose aussi, là, le titre de ton application Shinobi Read Japanese Story, bah voilà, ça aussi, ça fait pas spécialement penser à une application pour apprendre le japonais. Et là, si je vais dans les résultats de recherche, donc là, si je clique sur Search, je pense que ce que les gens recherchent, tu vois, c'est Learn. Mon téléphone, il est en anglais, c'est pour ça que c'est en anglais. Vous voyez, ils cherchent Learn Bay, Learn English, Learn Game, Learn Korean. Si je mets espace, je pense qu'il y a Learn Japanese qui va venir. Donc là, vous voyez, ça, c'est ce que les gens recherchent. Donc, en fait, il faut target ces mots-clés quand vous faites une application. Donc là, et pour target ces mots-clés, il faut mettre ces mots-clés-là dans le titre de votre application, dans la description, dans les screenshots, tous ces trucs-là. Et lui, là, le Learn Japanese, bah, il l'a pas mis dans le nom de son application. Il aurait pu mettre Shinobi Learn Japanese. Comme ça, son application, elle référence ici. Mais je pense qu'il y a une raison pour laquelle il l'a pas mis. C'est que le mot-clé là, Learn Japanese, à mon avis, la compétition, elle est trop élevée. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'applications qui targetent déjà ce mot-clé. Et du coup, la difficulté, elle augmente. Donc ça veut dire que c'est compliqué de rank sur ce mot-clé-là, Learn Japanese. Et si je vois tous les autres, ouais, là, la première application qui sort, c'est Hey Japan, Renchu Japanese Learning, Learn Japanese, JSNC. Learn Japanese, JSNC, c'est bien, c'est des applications qui sont pas mal connues. Ça, je les avais utilisées à l'époque où j'étais au Japon. Et vous voyez qu'ils ont vraiment mis le hiragana dans l'icône. Là aussi, ils ont mis un moine ou un samouraï avec le drapeau du japonais. Et sur son kimono, il y a marqué des termes en japonais. Et là, si je clique JSNC, Learn Japanese, JLPT. Je pense que le JLPT, c'est aussi un terme qui est pas mal recherché pour les personnes qui souhaitent apprendre le japonais. Donc là, si j'efface et que par exemple, je tape JLPT, vous voyez JLPT test, JLPT, JLPT Népali, JLPT Kotoba, JLPT N5, tout ça, c'est des termes qui sont recherchés. Donc ça vaut peut-être le coup de le mettre sur le titre, dans le nom de ton application. Après, je connais pas la difficulté. Si la difficulté est élevée, là, peut-être que sa stratégie, il s'est dit, je vais commencer par des mots-clés avec une faible difficulté et après, une fois que j'arrive à ranker bien, bah, je vais cibler JLPT et après, je vais commencer à cibler Learn Japanese. Donc, c'est peut-être ça, sa stratégie. Et lui, le nom de son application, c'est Shinobi. Donc, vous voyez, si je tape juste Shino, ça me sort. Shinobi Warfare, Shinobi, Shinobi Japanese. Parce que les gens, ils tapent jamais ce qu'ils veulent rechercher au complet. Ils tapent que les premières lettres et après, ils cliquent. Donc là, si je clique sur Shinobi le deuxième, est-ce que son application ressort? Oui, elle ressort. Et en plus, c'est super bien, c'est qu'elle ressort en premier. Parce que vous voyez, les trois premiers là, c'est sponsor. Ça veut dire que les mecs, ils ont payé pour avoir leur application là. Donc quand on regarde le classement, en général, ceux qui sont sponsorisés, on les compte pas. Donc là, lui, il sort premier. Et les résultats de recherche dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. Là, vous voyez que c'est une icône de Ninja. J'ai pas l'impression que c'est une application pour apprendre le japonais. Ça fait vraiment beaucoup penser à des jeux, même les trucs que je vois en dessous. Et vous voyez d'ailleurs, les autres applications avec Shinobi, c'est souvent des jeux. Donc là, on pourrait penser que son application est un jeu, alors que non, ce n'est pas un jeu. C'est une application pour apprendre le japonais. Donc on va cliquer dessus. Donc là, voilà, on a vu l'icône. Moi, je l'aurais changé, rajouté quelques trucs. Et le titre, ça dépend de sa stratégie. Maintenant, l'autre chose que j'aime bien voir, c'est les screenshots. Et là, le premier problème que je vois avec ces screenshots, c'est beaucoup trop petit. On n'arrive pas à lire. Personne ne clique sur les screenshots comme ça pour voir ce que c'est. C'est très rare les personnes qui font ça. En général, les personnes restent sur la page d'accueil et ils scrollent juste comme ça. Et là, quand je le fais sur ton application, j'arrive pas à savoir
qu'est-ce que c'est que ton application? C'est beaucoup trop petit. Là, les trucs que j'arrive à lire, c'est one click, built-in, 5 niveaux, read amazing story, track your progress, learn in immersion. Donc même là, à la limite, le truc learn in immersion, pourquoi tu l'as mis à la fin? Ça vaudrait même peut-être le coup de le mettre en deuxième, parce que le premier, là, c'est learn Japanese. Mais même ça, tu vois, la police, t'aurais pu l'augmenter, mais largement. Tu as beaucoup d'espace vide encore dans tes applications. Une application, je vais vous montrer, sur laquelle ils ont bien fait les screenshots, c'est Snapchat. Donc là, si je vais sur Snapchat, et que je l'ouvre, vous voyez, en fait, j'ai même pas besoin de l'ouvrir directement sur les résultats. Vous voyez, Snap, Chat, Story, Lens, Spotlight, Calling, Map, Memories. Tout ça, on arrive à le lire directement. J'ai même pas besoin de cliquer parce qu'ils ont mis la police en noir, en gras, sur un fond jaune. Donc, c'est super facile à lire. Il faut rester simple sur vos screenshots. Allez, on retourne sur son application. Donc là, voilà, j'aurais aussi changé les screenshots. Maintenant, autre chose qui est super important pour le référencement, c'est la description. Donc là, on va cliquer sur About this app. Là, je vais pas vous lire toute la description, mais je vois typiquement, vous voyez, il a mis Learn Japanese. Donc là, Learn Japanese, ça c'est pour target le mot-clé Learn Japanese qui est beaucoup recherché. Mais je pense aussi de ce que j'ai vu, tu as des mots-clés qui sont pas mal recherchés pour apprendre le japonais. Si j'efface, c'est hiragana, katakana. Donc là, si je tape vous voyez, tu as hiragana and katakana, hiragana memory hint. Et là, j'ai pas l'impression que tu targetes les mots-clés hiragana, katakana. Déjà, ils sont pas sur les titres. Je les vois pas là sur les screenshots, ou alors peut-être tu les as mis, mais c'est trop petit. Et dans la description, après un coup d'œil rapide, là aussi, j'ai pas l'impression que tu utilises beaucoup les termes hiragana, katakana. Donc, ça vaut peut-être le coup de mettre ici, je sais pas, dans les key futures, tu rajoutes une option hiragana and katakana. Il faut écrire exactement comme c'est recherché par les utilisateurs sur le store. Donc, peut-être rajouter hiragana and katakana, les kanji, tu regardes tous les termes qui sont recherchés en rapport avec l'apprentissage du japonais. Donc, pour ça, tu as des outils, tu as Abradar, tu en as plein. Et eux, ils vont analyser tes concurrents et ils vont te dire les mots-clés qu'ils targetent. Mais ça, tu dois connaître de toute façon. Donc là, voilà, ta description, je pense qu'il n'y a pas assez de mots-clés à l'intérieur. Après, on retourne et là, autre truc qui est super important pour le référencement, c'est les avis utilisateurs. Donc là, vous voyez qu'il a une note de 4,8 et 1000 avis pour 10 000 téléchargements. Là aussi, les 10 000 téléchargements, il faut savoir que sur Google, tu as des paliers. Donc, tu as un palier, je crois, à 100, après tu as 1000, après tu as 10 000 et le palier suivant, c'est 50 000. Donc là, quand vous voyez 10 000 plus, ça veut dire qu'il est entre 10 000 et 50 000 téléchargements. Moi, une de mes applications, je suis à 2,5 millions de téléchargements. Mais là, ce qui est affiché, c'est 1 million plus, parce que moi, le prochain palier, ça sera 5 millions. Ça veut dire qu'entre 1 million et 5 millions, ça sera toujours 1 million plus qui sera affiché. Et après 5 millions, c'est 10 millions, 50 millions. Donc, vous voyez, les paliers, ils sont de plus en plus espacés. Donc là, voilà, il est entre 10 000 et 50 000 téléchargements. Et maintenant, on va aller voir les avis. Une note de 4,8, franchement, c'est super bien. 1000 avis en plus, c'est énorme. Donc là, on va regarder les avis. Je scroll. Donc là, voilà, 5 étoiles et on voit en plus qu'il répond à chaque avis. Donc là, je scroll, on va regarder tous les avis. C'est des avis qui sont super grands en plus. Et là aussi, petite parenthèse, ne le prends pas personnellement. Mais honnêtement, il y a pratiquement personne qui met des gros avis comme ça sur les applications. Même vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous avez déjà noté une application avec un pavé comme ça de plusieurs phrases? Non, les gens, quand ils notent des applications, ils mettent que quelques mots. Maximum, ils mettent 2 phrases. Super application, j'ai bien aimé ça. Et en plus, en général, tu sais, c'est un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, c'est souvent les gens qui vont se plaindre, qui vont aller noter des applications. Mais là, les notes 5 étoiles avec des gros pavés comme ça, c'est super rare. Donc là, je suis pas en train de dire que tu as acheté tes avis, mais je te préviens juste, si jamais c'est des avis que tu as pris avec une plateforme ou un truc comme ça, fais attention à pas que ce soit trop cramé aussi, parce que ça, Google peut te pénaliser par rapport à ça, si jamais il détecte que c'est des faux avis. Et comment il détecte que c'est des faux avis? Bah, les comptes qui mettent des faux avis, bah, eux, ils téléchargent une application, ils notent 5 étoiles, ils écrivent un gros pavé, ils suppriment l'application. Et personne ne fait ça, et ils font ça 10 fois par jour. Et ça, Google le détecte systématiquement et supprime les avis, et si tu le fais trop souvent, ils peuvent même te bannir ton application. Donc, fais attention à ça. Là, le point que je vois aussi qui est bien, c'est que au moins tu réponds à tous les avis. Après, pourquoi tu réponds à tous les avis? Bon, ça, je suis pas sûr que ça vaut le coup. Là, typiquement, tu as un mec, il t'a noté 2 étoiles, il t'a mis que la version gratuite est OK, mais il trouve que 9 euros, c'est super cher. Et toi, tu lui réponds, salut, merci pour tes mots gentils. Voilà, tu le remercies alors que le mec t'a noté 2 étoiles et qu'il t'a dit que ton application était trop chère.
Donc là, moi, ça me fait dire que tes avis, enfin, tes réponses aux avis, c'est des réponses générées par l'IA. Et ça, je sais qu'il y a des plateformes qui le font, qui vont répondre systématiquement à chaque avis avec une réponse générée par l'IA qui a rien à voir avec l'avis. Donc, tu vois, là, typiquement, ça a rien à voir. Le mec te dit que c'est trop cher et toi, tu lui dis merci pour tes mots doux et tout. Donc peut-être enlever ce truc, arrête de répondre. Enfin, tu peux répondre avec l'IA seulement aux avis 4 étoiles et 5 étoiles. Là, tu leur réponds merci pour l'encouragement, blablabla, on fait du bon travail. Tout le reste, tu réponds à la main et tu réponds seulement aux avis 1 et 2 étoiles. C'est toi qui réponds personnellement à la main, pas à tous les avis. Tu peux répondre juste à 10-20% des avis. Moi, des avis, j'en ai des dizaines de milliers. Je réponds rarement aux avis. Donc même ça, franchement, mauvaise stratégie. Je sais que depuis l'arrivée de l'IA, tu as plein de plateformes qui te disent: «Oui, c'est bien pour le référencement», mais non, il faut pas en abuser. Là, tu vois, typiquement, l'avis 1 étoile, on va pas le lire pour pas te faire de la mauvaise pub, mais là, je pense que ça, c'est toi qui as répondu à la main. Tu vois, Heiser, on prévoit de mettre, plus, d'explications et là, tu vois, tu as répondu au truc, donc ça, je pense que c'est un vrai avis que toi, tu as noté. Allez, on va regarder quand même un avis 5 étoiles pour contrebalancer. Donc là, il te dit très bien, l'application, elle est bien avec plein de mots disponibles, blablabla, blablabla. Donc de toute façon, on voit que tu es à 4,8. C'est un super score pour une application mobile et surtout 1000 avis. Donc globalement, ton application, elle est super bien notée. Après, encore une fois, fais attention aux faux avis. Et là aussi, c'est quoi qu'on appelle faux avis? Je sais que moi, typiquement, quand je sors une application, il existe des communautés de développeurs. Donc on est plusieurs développeurs, plusieurs dizaines à sortir nos applications et on va s'échanger des avis entre nous. Donc moi, je télécharge ton application, je l'utilise, je la garde sur mon téléphone au moins une semaine, je l'utilise au moins une fois par jour et je te note un vrai avis. C'est ça un vrai avis authentique. C'est pas je télécharge l'application 5 étoiles, je te note, je la supprime. Ça c'est cramé, ça vaut rien un avis comme ça, Google va le supprimer. Donc ça, est-ce qu'on peut appeler ça un faux avis? Non, là c'est vraiment, enfin ça dépend du référentiel de chacun, mais là c'est vraiment un échange d'avis, mais les faux avis à acheter à des Brésiliens, des Indiens, machin, ça vaut que dalle. Vous allez juste cramer votre application. Donc, n'achetez pas de faux avis. Allez, autre chose que j'aime bien voir aussi. Maintenant, on va aller toujours dans About This App. On va voir, il l'a sorti quand. Donc là, il l'a sorti ici, Release On, il l'a sorti le 11 août 2024. Donc là, ça fait, allez, 8 mois pour avoir entre 10 000 et 50 000 utilisateurs. Franchement, c'est pas mal. La dernière mise à jour, il l'a fait le 15 mars. Ça aussi, c'est un indicateur que Google regarde. Il n'aime pas les applications à l'abandon. Donc, essayez de faire des mises à jour régulières. Pas besoin d'en faire non plus une fois par semaine parce qu'une fois que tu auras toutes les fonctionnalités dans ton application, t'as pas besoin de faire une nouvelle mise à jour. Moi, j'ai une de mes applications, je fais peut-être une mise à jour par an et ça suffit largement. Mais si vous avez une application, ne la laissez pas sans mise à jour pendant plusieurs années. Là, Google, il va juste vous faire descendre dans le classement parce qu'il va supposer que l'application n'est plus maintenue, qu'il n'y a plus personne derrière. Donc, allez, même une mise à jour par an, c'est pas assez, mais allez, peut-être 2, 3 mises à jour par an, c'est déjà très bien. Après, on va voir la taille de l'application. Donc là, on voit qu'elle fait 30 mégabytes. On va voir la taille de ses concurrents. Tout ça, là, ce que je vous dis, ça serait noté. Si je faisais un rapport, je l'aurais noté. On va regarder celle-ci, par exemple. Et là, si je vais dans euh, About This App, on va voir la taille qu'elle fait. Donc celle-ci, elle fait 43. Je vais en regarder qu'une, on n'a pas le temps. Mais voilà, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Et ça aussi, c'est un indicateur. Google n'aime pas les applications trop grosses. Donc faites votre application la plus légère possible. Plus c'est léger, mieux c'est. Et après, au pire, quand l'utilisateur télécharge votre application, vous pouvez stocker tout ce qui est lourd en serveur. Et au moment où il la télécharge, il l'ouvre pour la première fois, vous allez venir télécharger toutes les images, les musiques, les trucs, et vous allez les stocker dans le storage du téléphone. Mais au moins, l'application ne va pas prendre beaucoup de place sur le store, parce que ça, Google le regarde. Bon allez, on commence. Vous voyez, ça fait déjà 20 minutes, j'ai même pas encore téléchargé l'application. Donc là, je clique sur Install. Bon, en fait, vous savez quoi? Pour l'instant, on va juste faire une première vidéo avec cette partie-là. Où on a juste regardé le App Store Optimization, le ASO. Donc, on a juste regardé l'icône de son application, le titre, les screenshots, la description, les avis. Et tout ça, ça me fait déjà une vidéo de 20 minutes. Donc là, les prochaines vidéos, je vais la diviser. On va faire la prochaine vidéo, on va regarder tout ce qui va être les bugs dans son application, parce que dans toutes les applications, tu as tout le temps des bugs de toute façon. Donc là, on va essayer de trouver les bugs qu'il y a dans son application. On va lui dire comment améliorer son application, donc toute la partie utilisateur, expérience utilisateur.
le workflow, le machin, économie de clic, pour que l'utilisateur se sente le plus à l'aise possible dans son application. L'objectif, c'est qu'on veut pas que le mec télécharge l'application et qu'il la supprime après 2 minutes, tu vois. Ça, c'est le cas qui arrive pour plein d'applications. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. On va essayer de lui donner des conseils par rapport à ça. Et après, l'autre partie aussi, la plus intéressante, là, ça sera sur les revenus de l'application. Comment optimiser au maximum les revenus de son application. On veut que chaque utilisateur qui utilise l'application rapporte de l'argent à l'application. C'est ça l'idée quand vous sortez une application. C'est pas sortir une application qui va vous rapporter zéro. Parce que vous avez la base de données à payer derrière. Vous avez les serveurs, vous avez votre abonnement pour App Store et la licence développeur Google, même si c'est pas très cher. Et voilà, vous avez des frais à payer derrière. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser au maximum les revenus de votre application. Et ça aussi, c'est quelque chose que je propose quand je fais des tests d'application. Et voilà, c'est déjà assez pour tester une application, sachant que là, en plus, j'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer 3 heures. Et là, dites-vous que je pense pas que cette vidéo, elle va faire beaucoup de vues. Alors que là, clairement, c'est une vraie compétence que je suis en train de vous montrer. Là, vous n'avez pas besoin de diplôme, vous n'avez pas besoin d'avoir des références, des machins comme ça. Si vous avez cette compétence-là que je suis en train de vous montrer, ça, je suis payé pour faire. Enfin, là, je suis pas payé, je le fais gratuitement. Mais tu as des sociétés qui me payent pour tester leur application. Et même là, quand je vous le fais en vidéo, ça a l'air facile. Vous dites, ah, mais c'est super facile, en fait, c'est payé. Mais je vous jure que t'as plein de mecs, ils y pensent pas là. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça peut paraître évident pour beaucoup de personnes, mais t'as plein de testeurs, ils ne font pas ça. Quand ils testent une application, ils ne pensent pas à regarder les screenshots, le titre, les avis, et encore même la recherche de bugs. Moi, j'ai déjà travaillé avec des testeurs parce que moi, quand je fais mes applications, je peux pas les tester moi-même parce que je l'ai codé l'application, je l'ai codé moi-même l'application. Donc, tu vois, après, il y a l'effet tunnel, machin, il y a des bugs, ils sont là depuis le début, je les ai jamais vus parce que c'est moi qui ai codé l'application. Donc, je fais appel à des testeurs aussi, mais la grande majorité, ils sont zéro. Ils ne savent pas tester une application. Donc là, je vais vraiment vous montrer comment moi, je teste une application, pourquoi des entreprises me payent pour tester leur application, et vous allez voir que je me fous pas de leur gueule, je teste vraiment tout. Donc abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. On va tester l'application de ce youtubeur. J'espère que ça va lui rendre service. Et oubliez pas aussi, j'ai mon call, enfin j'ai un lien si jamais vous voulez réserver un appel avec moi pour apprendre à faire des applications. Ça c'est quelque chose que je peux vous enseigner. Ou si vous avez aussi une idée d'application ou bien juste parler de votre idée d'application, de votre projet d'application mobile rentable. Là aussi, c'est des applications mobiles rentables. Moi, c'est pas des applications en no-code éclatées qui vont vous rapporter zéro. Et même là, dans sa vidéo, à partir, je crois, des prochaines vidéos, parce que là, on n'a même pas encore téléchargé l'application, mais quand je vais télécharger l'application, je vais essayer de faire un calculateur de no-code. Savoir combien ça lui aurait coûté s'il avait fait son application en no-code. Et les frais, je les connais, parce qu'à chaque fois qu'il y a une page à charger, un appel API à faire, des calculs en base de données, machin, on va calculer tout ça, et à la fin, on va voir combien il aurait dû payer par mois s'il avait fait son application avec Bubble. Et là, vu son application, le nombre de pages qu'il y a, je pense que ça se compte en plusieurs milliers d'euros par mois, si jamais il l'avait fait en no-code. Mais vas-y, on va pas faire la langue de vipère, on va d'abord tester l'application, et on va mettre un compteur et on va calculer pour être le plus objectif possible. Donc oubliez pas, si jamais vous voulez réserver un appel avec moi parce que vous avez une idée d'application, vous voulez apprendre à coder, toutes ces choses-là, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.